Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission On refait l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la visite de Lavrov au Mali, du sommet Burkina-Guinée-Mali et de la journée mondiale de la radio si le temps nous le permet. Pour refaire l'actualité, nous avons avec nous sur le plateau Dr Mahamadou Konaté, juriste, Modibo Mao Makalou, économiste, Aminata Agali Yatara, de retour journaliste, et Badou Sidi Koba, journaliste. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, nous allons avec la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a conclu mardi une visite d'amitié et de travail d'une journée au Mali. Nous allons suivre l'élément de Moussa Bengali avant de revenir sur le plateau. Et il faut savoir que Sergei Lavrov, qui est ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, et son pays vit des moments difficiles aujourd'hui à cause de la guerre ce qu'ils ont appelé l'opération spéciale qu'ils ont entamée en Ukraine depuis l'année dernière, depuis le mois de février 2022. Et cette situation a fait que la Russie est en porte-à-faux avec les grandes puissances, les États-Unis en tête. Donc ils ont besoin de montrer aux yeux de ces pays qui veulent les sanctionner, qui veulent les isoler sur le plan diplomatique, qu'ils ont aussi du répondant sur le plan international, qu'ils ont des pays qui les comprennent et qui partagent leur vision du monde. Et le Mali aussi est dans cette situation parce que le coup d'État du 18 août 2020 a fait que le Mali aussi est à peu près dans la même situation que la Russie. Et donc le fait que Lavrov vienne au Mali, c'est pour que ces deux pays se soutiennent et qu'ils partagent un peu certains contenus sur le plan international. Le fait de démocratiser l'ordre mondial, d'accepter que les gens aient d'autres partenaires qui ne soient pas sanctionnés pour les choix qu'ils ont faits en toute souveraineté. Bon, je pense que la leçon qu'on peut tirer de cette visite de Lavrov au Mali, c'est tout simplement que le Mali est désormais prêt à assumer ses choix stratégiques concernant ses partenaires. Et cette visite de Lavrov vient tout simplement officialiser les relations qui existaient déjà entre les deux États. Sa venue dans notre pays donne un signal fort. Mais je voudrais quand même parler d'un fait qui peut être perçu doublement par les Maliens. D'un côté, la Russie est aujourd'hui à la quête, sinon à la reconquête d'une place sur l'échiquier international. Alors, sur ce plan, je pense que la Russie ne doit pas dire, lorsqu'elle arrive au Mali, dire que alors elle est là, n'est-ce pas, pour aider le Mali. Donc, dans un partenariat diplomatique, il n'y a pas d'aide, mais il n'y a que les questions d'intérêt qui sont mises en jeu. De l'autre côté, je pense que le Malien ne doit pas percevoir cette visite de Sergei Lavrov comme un vent de soulagement, puisque dans la relation diplomatique, le Mali doit chercher à jouer sa carte pour défendre son intérêt. Et cet intérêt doit être tant sur le plan de la sécurité, dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Tous ceux qui connaissent la géopolitique ou la géostratégie savent quand même que quiconque a la main sur le Mali a un peu l'Afrique de l'Ouest, pourquoi pas l'Afrique tout entière. Donc cette visite peut s'inscrire dans cette volonté d'expansionniste de la Russie qui veut aujourd'hui s'affirmer en tant que puissance militaire ou en tant que puissance mondiale dans l'échiquier, sur l'échiquier politique mondial. Si aujourd'hui qu'on vient 62 ans après qu'on vient visiter le Mali, ce n'est pas pour rien parce que la Russie est acculée en Europe, la Russie est acculée dans sa zone de prédilection, donc elle sort pour titiller les autres puissances qui pensaient avoir gardé leur précaré comme zone d'influence. Alors Aminata, comment comprendre cette visite-là et dans quel cadre on peut la placer?
Alors, bonjour Alexis, bonjour à tous nos téléspectateurs. Cette visite, de mon point de vue, s'inscrit notamment dans une tournée générale parce qu'il n'est pas venu qu'au Mali, chose qu'il faut notamment souligner parce qu'il est passé par d'autres pays avant d'arriver au Mali, tels que l'Afrique du Sud, l'Angola. Et après le Mali, il a été dans d'autres pays également. Donc, il faut vraiment qu'on sache qu'il ne s'est pas déplacé. Voilà, qu'on relativise, que les Maliens se disent que non, il a quitté de chez lui pour venir uniquement qu'au Mali. Et les deux parties, je pense qu'ils ont de quoi être satisfaits toutes les deux parce que certes, le Mali est ce qu'il est aujourd'hui, mais le Mali est lié à la Russie par une coopération, en tout cas, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut également souligner cela. Si j'ai bonne mémoire, depuis les années 60, je crois, cette coopération existe entre nos deux pays. Donc, il était vraiment important que ces deux chefs, en tout cas, qu'il y ait cette visite et qu'il y ait des échanges pour que chacun, en tout cas, en sorte gagnant d'une façon ou d'une autre. Badou, c'était gagnant-gagnant. Je pense que c'est une visite qui est un tout petit peu gagnant-gagnant parce que si nous suivons l'évolution de l'actualité, il faut quand même dire que Sergueï Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères, est un homme en poigne parce qu'au Conseil de sécurité, on l'appelle Mister Niet parce qu'il a voté 5 résolutions pour empêcher à ce qu'on attaque la Syrie. Il s'est arrangé du côté du Mali face à certaines résolutions. Premièrement. Secondo, il y a le sommet de Saint-Pétersbourg qui pointe à l'horizon. Donc, pour ce sommet, Poutine a besoin du continent africain. Il a besoin que le maximum de chefs d'État fassent le déplacement. D'ailleurs, c'est pourquoi il a expressément demandé à Sergueï Lavrov d'inviter le président de la tranche chef de l'État au sommet de Saint-Pétersbourg. Donc, au-delà de cela, la Russie veut sortir de son isolement diplomatique. Depuis la crise ukrainienne, on constate que les Européens ont lancé une cabale médiatique contre la Russie. Donc, pour les Russes, l'Afrique, c'est du pain béni pour eux. Et elle a rappelé, donc, au-delà de l'étape du Mali, Sergueï Lavrov s'est rendu en Mauritanie, je crois qu'il s'est rendu également en Tunisie. Donc tous ces facteurs prouvent que la Russie est déterminée à se rapprocher de l'Afrique pour sortir de son isolement parce que la Russie a beaucoup à offrir à l'Afrique et la relation russo-africaine date de l'époque des indépendances. Je ne vais pas rentrer dans certains détails pour qui a connu le rapprochement russo-malien. Air Mali, les Julichines, les Antonov ont été fournis par la Russie. Les tanks dont disposait l'armée malienne, c'est les Russes qui ont fourni ces tanks. La mine d'or de Kalana et l'exploitation industrielle d'une mine d'or a commencé par les Russes. Et les Russes ont été les premiers à exploiter la mine d'or de Kalana à travers la société de gestion des mines d'or de Kalana. Donc, à travers cette mine, les Russes fournissaient des équipements militaires, formaient ceux qui étaient chargés de piloter nos engins, etc. Et une partie de value à l'éducation. Et pour la première fois, ce sont les Russes qui ont été au nord, dans la région de Gao, à travers la Sonalo, pour explorer le sous-sol, pour savoir s'il y a du pétrole ou pas. Donc, ils ont foré jusqu'à 6000 mètres à Tabanat et à Internat. Malheureusement, on n'a pas retrouvé de pétrole. Et c'est les Russes qui ont construit le stade omnisport Modibo Keïta. C'est les Russes qui ont construit l'ex-lycée Badara, qui est aujourd'hui la faculté des sciences techniques. C'est les Russes qui ont construit l'école normale supérieure. Donc, il y a un facteur historique de rapprochement entre ce qu'on a appelé l'Empire soviétique et il faut aussi dire que la Russie est l'héritière de cet empire. Donc, nous avons besoin de la Russie sur plusieurs points. Je pense qu'on va rentrer là dans les détails au fur et à mesure de l'actualité. Tout à fait. Mais déjà, docteur Badou semble dire que Poutine nous a envoyé son faucon. Et qui sait la tension qu'il y a? Est-ce que ça veut dire que le Mali, pays non aligné par excellence, s'aligne sur une position maintenant? Bonne question. Je pense que c'est probablement vrai. Je reviendrai. Oui, Sergueï Lavrov est un faucon. Je dois reconnaître que c'était un faucon bien malin et fin diplomate. Il a même donné, à mon avis, une leçon d'humilité à nous autres Maliens quand il s'est rendu en Mauritanie pour discuter d'intérêts communs, malgré le fait que le gouvernement mauritanien a condamné son opération spéciale de sécurité en Ukraine. Ça, c'est de la diplomatie.
raisonnable. Ça, c'est le réel politique. Et c'est ce que nous souhaitons que notre pays adopte comme démarche. Voilà. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais s'il y a des intérêts que l'on peut négocier en gagnant-gagnant, on le fait. Ou c'est pas parce qu'un pays voisin a eu des propos malencontreux vis-à-vis de certaines démarches que nous allons fermer totalement les portes ou les fenêtres à ce pays-là. Donc il faut vraiment être concentré sur la mission à nous assignée par notre peuple, qui est de défendre et promouvoir les intérêts des populations, l'intérêt supérieur de la nation. Donc après, ce que je peux ajouter au fait que le Mali se serait aligné désormais derrière la Russie dans ce conflit qui oppose cette dernière aux États-Unis, enfin au bloc occidental, d'une manière générale. C'est que le Mali, à mon avis, n'a pas suffisamment communiqué sur le fait que développer ces rapports bilatéraux avec la Russie ne veut pas dire qu'il sous-estime ou il dévalue son rapport avec les autres pays occidentaux. Voilà, je pense qu'il faut suffisamment communiquer sur ça pour ne pas qu'on ait cette impression qu'on a pris parti dans un conflit qui nous regarde pas. Est-ce qu'il s'agit pour le Mali, disons, après cette visite, de faire un choix entre la Russie et le bloc qu'il constitue maintenant, avec ceux qui le combattent ou ceux à qui elle est opposée? Non, bien, bonsoir d'abord à tous. Ce que je pense, c'est quand même que le ministre Diop a quand même clarifié que, sur instruction du président de la transition, que le Mali allait nouer de nouveaux partenariats stratégiques. Mais la Russie n'est pas un nouveau partenaire. Je vais rapidement poser le tableau. C'est le 10 octobre 1960 que les relations diplomatiques ont été établies entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et la République du Mali, quelques jours après l'indépendance. Mais ensuite, c'est le 10 octobre, c'est le 26 janvier 1961 que l'ambassade russe a ouvert au Mali, à Bamako. Mais surtout, le 21 février 1961, il y a eu la signature du premier accord soviéto-malien qui a amené la SONAREM à travailler, à collaborer avec l'URSS par rapport à l'exploration minière et géologique. Donc les Russes ont beaucoup travaillé sur cela et en plus on a consolidé les relations au niveau, la coopération au niveau de l'armée, mais aussi de l'enseignement, et de la culture. Le cinéma, il y a beaucoup de ces cinéastes maliens ont été formés en Russie. On évalue que juste de 60 à 90, il y a près de 70% des cadres maliens qui ont été formés en URSS, que ce soit dans l'armée ou dans d'autres secteurs. Donc c'est une relation ancienne. Mais depuis l'avènement de la Fédération de Russie, après l'éclatement de l'Union soviétique, évidemment, c'est la première fois qu'une personnalité se rend au Mali, parce que Sergueï Lavrov, c'est pas n'importe qui, c'est d'abord un diplomate chevronné. Il est ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie depuis 2004. Ça fait 19 ans qu'il est ministre des Affaires étrangères, et auparavant, il a été 10 ans ambassadeur au niveau du conseil, de la représentation soviétique aux Nations Unies. Donc il était au Conseil de sécurité. Et avant ça, il a fait les rouages de la diplomatie, donc il a fait le parcours du combattant. C'est ce genre de diplomate, on n'en voit plus. Vraiment chevronné. Et c'est le porte-voix de Vladimir Poutine. Il a été dit autour de cette table, mais c'est la troisième fois en 6 mois que Sergueï Lavrov se rend en Afrique. Et d'ailleurs, il y a des exercices conjoints qui auront lieu entre la Fédération de Russie, la Chine et l'Afrique du Sud à la fin de ce mois. Des exercices militaires. Mais il est venu ici, cette dernière visite, bien vrai que c'est la première fois qu'il se rend au Mali. Je pense que c'est une visite hautement stratégique parce que, vous savez, il y a un certain nombre de pays africains qui ont quand même refusé de condamner la Fédération de Russie par rapport à la crise en Ukraine qui a débuté le 24 février 2022.
Mais maintenant, le sommet de Pétersbourg se prépare, le sommet Russie-Afrique, pour juillet 2023. Je pense que le président de la transition du Mali a donné son accord pour y participer. Mais maintenant, je pense que en domaine de coopération, Alexis, c'est que la stratégie doit être dressée, la stratégie de coopération est dressée par le pays, la politique extérieure. C'est ça la souveraineté internationale, hein, la diplomatie, la sécurité et la défense. Quelle est votre vision par rapport à cela et quelle est votre stratégie? Et maintenant, comment les partenaires s'inscrivent dans cette stratégie? Ce n'est pas aux gens de venir vous offrir leur service, c'est à vous de voir ce que sont vos besoins et de voir quel partenaire peut remplir quel rôle. Et si vous ne faites pas ça, vous allez continuer à tourner en rond et puis prendre des choses dont vous n'avez pas besoin, etc. Donc, Aminata, est-ce qu'on peut dire à ce stade qu'on a eu des bénéfices de ce voyage-là? Bon, en principe, je dirais oui, puisque ça s'avère être gagnant-gagnant pour les deux pays, aussi nos différents diplomates. Mais au-delà de ça, il faut également dire que cette visite, pour certains, est plus que gagnante pour la Russie, d'autant plus qu'actuellement, le Burkina Faso suit les traces du Mali et ils ont décidé, il n'y a pas longtemps, de mettre les Français hors de leur pays. Et si les Français partent, ça veut dire que la Russie va gagner plus de terrain à ces niveaux. Donc vraiment, je pense que c'est gagnant-gagnant. D'accord, on reviendra sur cet aspect. Est-ce qu'on a vu rarement Assimi voyager? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il fasse le déplacement de Saint-Pétersbourg? Pour qu'il puisse avoir une certaine visibilité, il a intérêt à se déplacer pour aller à Saint-Pétersbourg, histoire de montrer qu'il n'est pas isolé, le Mali n'est pas isolé, et qu'en tant que président de la transition, chef de l'État, il peut se déplacer et aller où il veut. Parce qu'en faisant le déplacement de Saint-Pétersbourg pour rencontrer Poutine, vraiment ça va lui donner une certaine notoriété, parce qu'il le fera en toute sécurité. Et c'est aussi stratégique parce qu'on parle de lutte contre le terrorisme. Sergei Lavrov l'a rappelé, et il y a un officiel russe qui a eu à dire que la guerre contre le terrorisme s'étendra du Donbass au Liptako-Gourma. Donc ça explique le partenariat stratégique. Et autre chose encore que j'aimerais ajouter, c'est que nos détracteurs qui disaient que Wagner est là et que la société, l'État malien a plutôt sous-traité sa sécurité avec une société de sécurité privée russe. Donc ils vont rester sur leur fin parce qu'on va désormais dire que c'est des relations d'État à État. Parce que la plupart des équipements militaires que nous avons acquis, ces équipements militaires ont été fournis par l'État russe. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et par rapport à ceux qui disent dans la rue que nous n'avons pas tellement besoin de la Russie. La Russie fait 17 500 000 km². Nous avons besoin des Russes, tout comme les Russes ont besoin de nous. Parce qu'ici, nous avons des terres rares qui peuvent fabriquer des batteries, parce qu'on parle de décarbonisation de la planète. Donc, les Russes peuvent venir implanter des usines pour la fabrication des batteries. Et à partir du Mali, on peut vendre ces batteries dans les États voisins. Et pour terminer, c'est que je suis en train de dire que sur le plan technologique, la Russie est arriérée. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que la Russie a été le premier pays à lancer dans l'espace en 1957 le satellite Sputnik, et Yuri Gagarin a été le premier à faire le tour de l'espace à bord de Vostok 2. Les Russes ont été les premiers à envoyer un appareil sur Mars. Peut-être à l'intérieur de l'appareil, il y avait un chien, même si c'est les Américains qui ont été les premiers à aller là-bas en 1969. Et quand les Européens font la grande gueule pour dire que la Russie est en retard, je ne suis pas d'accord avec eux. Les 27 pays européens ont lancé dans l'espace Ariane 5, le vol 500 d'Ariane 5 qui a explosé en plein vol, et sur la base du Kourou, parce que hier j'ai suivi un documentaire où on disait que... des droits d'auteur si vous répétez ça. Oui. Hier soir j'ai suivi un documentaire, pour terminer rapidement, où des Occidentaux disaient que le sous-marin nucléaire de classe Akula, le Kursk qui a coulé avec 117 marins à bord, est la preuve que sur le plan du nucléaire, les Russes sont en retard. Donc c'est pour dire que la Russie n'est pas en retard. Nous avons besoin de la technologie russe et cette technologie peut valablement nous servir. D'accord. Mais Badou a parlé tout de suite de Wagner et du fait, mais la presse internationale a quand même déploré que la question n'ait pas été évoquée ni par les diplomates ni les journalistes qui étaient à la rencontre. Est-ce qu'on peut dire concrètement que aujourd'hui c'est une reconnaissance de la présence plutôt de la coopération militaire plutôt que d'un groupe privé? Pour moi, c'est tout le contraire. Pour moi, le silence de Lavrov est très éloquent. Ça confirme, en tout cas, une partie des accusations.
porté contre notre pays, de collaborer avec un groupe de sécurité privé pour assurer sa sécurité dans certaines localités de notre pays. Et ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime du tout. Tous les grands pays sous-traitent à des moments donnés. Lorsqu'ils sont retrouvés en conflit, une part de la sécurité avec des groupes de sécurité privée. Les États-Unis l'ont fait avec Black Waters en Irak, que les gens s'en souviennent. C'est pas un crime. Et même le DIH les prévoit. Mais quand vous utilisez ce que les gens appellent les mercenaires, la condition c'est que vous assumez complètement la responsabilité des actes qu'ils vont poser. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc c'est le fait que Lavrov n'en a pas parlé. Lavrov a surtout parlé, à mon avis, en 80% de son temps, sur les contrats de coopération commerciale, économique, éducative, etc. Donc le peu de temps qu'il a consacré à parler du militaire, c'était pour évoquer les achats d'équipements militaires. Bon, c'est pas lui d'ailleurs, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui a précisé le fait que nous avons acheté ce matériel par le budget national. Donc, ce qui est sûr, c'est que oui, la Russie, l'État russe, vend de l'équipement militaire à l'État du Mali. C'est tout ce que la visite de Lavrov a confirmé. Et je pense que de ce point de vue, beaucoup de Maliens risquent d'être déçus. Parce que les gens pensent que les Russes vont envoyer des soldats russes ici sur notre territoire, vont prendre fait et cause pour le Mali, vont se battre de notre côté, contre tous nos ennemis. Ce ne sera pas ainsi. Vous savez, les intérêts que la Russie a avec le Mali ne sont pas au même niveau que les intérêts que la Russie a avec la Syrie. En Syrie, la Russie a des soldats russes en Syrie. L'armée russe est là-bas en Syrie. La Russie n'a jamais nié ça. La Russie s'assume, elle s'assume. Quand elle fait, elle s'assume. Voilà. Là-bas, elle a ses militaires, un camp là-bas. Et elle l'assume. Parce que les intérêts sont tels qu'il faut qu'elle soit présente à ce niveau. Parce que la Syrie est un pays de la Russie aussi. La Syrie, un pays, l'Iran. Tu dépasses l'Iran, tu es en Russie. Donc ils ont là-bas aussi fait beaucoup de mises en garde concernant l'OTAN, les bases de l'OTAN, qui ne cessaient aussi de les bousculer de ce côté du monde. Donc pour revenir au Mali, je pense que nous devons vraiment être conscients que le recouvrement de notre intégrité territoriale va forcément passer par la mobilisation générale de notre peuple. Voilà. Et au lieu que ce soit les Burkinabés qui prennent l'exemple sur nous, malheureusement c'est nous qui malheureusement nous allons prendre l'exemple sur le Burkina, qui a mobilisé ses jeunes, sa jeunesse. Vous savez, le programme de jeunes de VDP. Donc il faut, à mon avis, c'est un passage forcé. Ton voisin n'est pas d'accord. Oui, je voulais passer la parole tout à l'heure, je l'attendrai au tournant. Donc il faut vraiment passer par la mobilisation générale pour le faire. Aucune armée de notre pays, au Mali en tout cas, ne viendra sauver notre pays à notre place. L'armement, c'est un élément, c'est pas tout. Il y a les hommes, il y a la formation des hommes, il y a la discipline, il y a la stratégie qu'il faut mettre en place, et de ces différents points de vue, nous sommes un peu en retard. Ok, Modibo, voilà. Je suis pas d'accord avec le droit. Dans tous les cas, c'est la dernière question. C'est deux choses. Je pense que les milices privées, il faut les éviter. Les milices armées dans un pays n'ont pas leur place d'être. L'armée nationale, c'est le monopole de la puissance publique, la puissance armée, et c'est pour cela on ne doit pas tolérer même le groupuscule armé, quel qu'il soit, parce que ça peut facilement déborder et amener une guerre civile. Maintenant, par rapport au déplacement du président de la transition, il faut qu'on rappelle que le ministre des Affaires étrangères du Mali et le président de la transition n'ont jamais été sanctionnés. C'est par choix personnel que le président de la transition ne voyage pas. Sinon, il n'est pas isolé diplomatiquement parce qu'il n'est pas sanctionné, ni lui, ni le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, par rapport à ce qui a été dit, je pense que le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a levé tout équivoque concernant
des mercenaires ou en tout cas des groupes armés qui seraient venus dans notre pays. Parce qu'il a dit que le renforcement de la coopération militaire entre la Fédération de Russie et le Mali allait se poursuivre. Le ministre Diop a dit que les Russes sont là à la demande du Mali pour des besoins exprimés par les autorités maliennes. Donc je pense qu'on ne peut plus parler d'autre chose. Je pense que depuis plus personne n'a parlé. En tout cas, les gens de bonne foi ne peuvent plus parler de cela. Mais il a surtout mis l'emphase aussi sur le renforcement de la coopération économique et commerciale, parce que vous savez, il y a des hydrocarbures qui ont été acquis par le Mali, des céréales aussi, et des intrants agricoles qui devraient incessamment arriver au Mali. Mais il s'agit aussi de renforcer la coopération au niveau des infrastructures, des mines, de la recherche minière, et puis de l'exploitation des mines, et puis aussi le commerce, l'agriculture et l'énergie. Mais il a annoncé quelque chose dont personne ne parle, et il a dit que les bourses maliennes allaient être pratiquement multipliées par 10, donc de 35 à 290, et je pense que ça c'est quand même un appel du pied assez intéressant. Mais il faut qu'on arrête de fantasmer. Vous savez, Badou l'a dit, la Fédération de Russie c'est 17 100 000 km². C'est le plus vaste pays au monde. Mais la densité est faible, parce qu'il y a une grande partie du pays qui est inhabitée. Mais la Russie, tout ce que nous avons ici comme ressources naturelles, minérales, sous le sol, la Russie l'a. Et plus. Ouais. Et actuellement, la Russie est 3e producteur mondial de pétrole et 2e producteur mondial de gaz naturel. Donc, arrêtons de fantasmer. La Russie ne vient pas pour s'enrichir au Mali, mais elle connaît la carte minière du Mali. Ce que nous pourrions faire, c'est de coopérer avec les Russes sur certains aspects sur lesquels ils peuvent apporter de la valeur ajoutée. Mais il n'y a pas d'exclusive. Je pense que la coopération du Mali est ouverte. Je pense que nos relations, même avec la France, n'ont jamais été rompues. Et je rappelle que même sous la Première République, lorsque on a demandé aux Français de fermer les bases militaires, la France était notre 2e partenaire au niveau de la coopération bilatérale. D'accord. Alors, oui, tu vas avoir l'occasion de réagir puisqu'on reste dans ce cadre-là avec le sommet qui a réuni le Burkina, le Mali et la Guinée le jeudi dernier, au cours duquel les ministres des Affaires étrangères de 3 pays ont quand même fait des déclarations fortes. Je lis par exemple dans le communiqué final, abordant la question de l'impact des sanctions de la CEDEAO, les 3 délégations ont révélé que celles-ci touchent les populations déjà meurtries par l'insécurité et les instabilités politiques, privent la CEDEAO et l'Union africaine de la contribution des 3 pays nécessaires pour relever les défis majeurs, portent atteinte à la solidarité sous-régionale et africaine qui constitue le principe cardinal de l'intégration de la coopération régionale et continentale. Alors, Aminata, est-ce qu'on peut dire que c'est le retour en grâce de la CEDEAO? Oui, on peut le dire, parce que la CEDEAO, de toutes les façons, n'a pas pris la décision de mettre un de ces 3 pays-là hors de la communauté, la CEDEAO. Mais c'est chacun de ces pays plutôt qui a décidé de ne pas respecter les consignes données par la CEDEAO. Un pays, tu es membre d'une organisation ou d'une communauté, tu te dois en tout cas d'être conforme aux règlements de l'organisation, de cette organisation. Donc dès lors que tu prends la responsabilité de n'en faire qu'à ta tête ou de choisir ce qui te convient, mais tu n'as qu'à assumer. Badou n'est pas d'accord. Il peut ne pas être d'accord, mais en tout cas c'est moi. Badou, oui, bon. C'est le retour en grâce de la CEDEAO, puisque à un moment on vouait la CEDEAO hégémonie ici. Maintenant, dans un communiqué officiel, on demande notre retour en grâce et on demande même l'aide de la CEDEAO, de l'Union africaine, l'aide financière des structures qu'on voulait quitter. Bon, moi, ce que je veux tout simplement dire, c'était nécessaire, parce que apparemment
ce qui s'est passé à Ouagadougou est la preuve qu'il faut que la CEDEAO se ressaisisse. Parce qu'il faut qu'on arrête avec la CEDEAO des chefs d'État pour aller vers la CEDEAO des populations, des peuples. Parce qu'on a vu le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, celui du Mali, Abdoulaye Diop, et Mme Rouamba Olivia, qui est la ministre burkinabé des Affaires étrangères, côte à côte, en train de parler d'une seule voix. Je pense que c'est une manière très très direct de dire à la CEDEAO, attention, nous sommes 3 pays aujourd'hui, si vous continuez à persister dans cette erreur qui est l'imposition des sanctions, donc nous avons une porte de sortie. La semaine dernière, le Korom Makadou l'a rappelé, le Burkina a de l'or et du coton, le Mali a de l'or et du coton, la Guinée a la bauxite, la Guinée a du fer, la Guinée a un débouché maritime, donc ce serait une ouverture pour nous. Et avec la coopération russe, probablement Ouagadougou, Bamako, Conakry, il y aura un chemin de fer. Donc la CEDEAO a tout intérêt à se ressaisir et à revenir sur terre si elle ne veut pas perdre ses autres États. Parce que si le Mali, le Burkina et la Guinée donnent l'exemple, c'est vrai que c'est un pays utopique. Dire que ce serait des États fédéraux, ça m'étonnerait, même si ça doit se faire, peut-être que ce serait de façon progressive, ce ne serait pas immédiat. Mais quand même, c'est un effet d'annonce qui prouve que la CEDEAO doit faire attention. La CEDEAO doit faire preuve de souplesse dans ses prises de décision et que la CEDEAO ne doit pas observer un silence de cathédrale quand ces pays-là sont en difficulté. La CEDEAO doit venir au chevet des pays de l'espace CEDEAO le moment opportun pour éviter des débordements. En janvier 2012, la CEDEAO s'était assumée. Si la CEDEAO avait une branche armée et que cette branche armée intervenait rapidement au Mali pour éteindre le feu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, mais docteur, ce que Aminata dit quand même est vrai. On est sanctionné pour ne pas avoir à respecter une charte à laquelle on est parti. Mais en revenant sur les propos de Badou, c'est 3 pays sur 16, ni territorialement, ni au point de vue économique, ça ne fait pas le poids normalement. Est-ce que cette décision peut menacer ou est-ce que ça va dissuader les autres? Est-ce que ça va faire en sorte que la CEDEAO, depuis sa création, devienne plutôt CEDEAO des peuples plutôt que syndicat des chefs d'État? CEDEAO des peuples, nous l'avons aussi appelé de nos voeux depuis fort longtemps. Mais c'est vraiment inapproprié de le révoquer dans ce cas précis. Parce que dans ce cas précis, bien que je n'ai pas aimé les sanctions, mais je trouve que la CEDEAO, même si elle s'y est pris un peu mal, a quand même essayé de faire respecter ces textes. Ça, c'est le peuple aussi, là. Les règles de droit international que les représentants des peuples ont volontairement élaborées doivent les respecter. Même la CEDEAO des peuples, la libre circulation des personnes, on ne le fait pas comme ça. C'est en vertu de textes, de lois. C'est parce qu'ils n'appliquaient pas ces textes de loi de manière prompte et normale qu'on a dit que ce qui les intéresse le plus, c'est l'aspect politique. D'accord. Donc je pense que dans ce cas-ci, concernant le Mali, le Burkina, la CEDEAO a fait son devoir, même si elle ne l'a pas fait de manière totalement régulière. Ce qui s'est passé chez nous en mai 2021, c'était un coup d'État. Personne ne peut dire le contraire. On parle de rectification quand même. Hein. Non, j'arrive. Non, au regard des textes de la CEDEAO, c'est bien un coup d'État. En août 2020, la CEDEAO ne nous a pas sanctionnés. Voilà. Et en tout cas, pas vraiment. Elle s'est montrée vraiment compréhensive. Les gens sont venus ici, elle a compris. Ouais, le peuple est sorti. Bon, voilà, donnez-nous un calendrier, on va vous accompagner. Voilà. Donc, on a choisi un président de la transition qu'on a fini par démettre au bout des fusils. Et ça, c'est indiscutable comme coup d'État. Donc, ils sont obligés de nous sanctionner. Donc, ça c'est venu parce que nous n'avons pas, bien sûr, respecté nos engagements. Ça, moi, je le reconnais. Maintenant, est-ce que le Mali a raison de... Moi, je pense que le Mali doit s'assumer. Le Mali n'a pas besoin de... Ils ont fait un choix, déjà. Ils ont pris une voie. Voilà, c'est de se fonder sur nos propres moyens. Continuons à faire ça. N'ayons pas l'impression qu'on implore notre retour. La CEDEAO a fait ce qu'elle a à faire. Si on veut revenir à la CEDEAO, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le calendrier électoral qu'on a présenté qu'il faut respecter. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, avant de terminer, il faut que je revienne sur deux éléments que voilà, pour compléter ça, il y a justement, comme ça a été dit ici, le Mali, le Burkina, qui sont dans la même situation politique avec la Guinée, mais sécuritaire quand même, avec l'option burkinabé justement que... oui, que j'évoquais. Vous savez, la milice, là, dans la constitution la plus vieille au monde, la constitution américaine, depuis son jour 1, les fondateurs l'ont mis dedans. Le droit de lever des milices en cas de guerre. Ils ne l'ont pas enlevé, plus de 200 ans, ils ne l'ont pas enlevé. Parce que c'est important. Quand l'État est en guerre, ça c'est une situation extrêmement... Oui, mais non, en fait, la difficulté chez nous, c'est les dérapages que personne ne peut contrôler. Je vais y arriver. Non, l'État central a déjà fait. On n'a pas le droit de dire que personne ne peut contrôler. Je suis désolé. Okay. Non, écoutez, même tout près, il n'y a pas longtemps, en Éthiopie, si les premiers s'appuient, reprendre la main, c'est grâce à la mobilisation, bien sûr, des milices privées, des groupes de défense. Ouais. C'est grâce à eux. Aucun chef d'État, à mon avis, avisé, visionnaire, ne peut dire, comme disent certains occidentaux là, parce qu'ils ne connaissent plus ce type de guerre de chez eux là, qu'on n'a pas besoin de milices ou de groupes de défense quand on est en guerre. Surtout face à une guerre asymétrique. Donc qui se passe beaucoup plus en le peuple, parmi les gens. Alors donc, comment faire pour... Exactement, il faut l'organiser. Vous savez, je dis, le droit international n'interdit pas ça. D'accord? Mais il impose que ce soit organisé. Là, je suis d'accord avec vous que si on ne met pas le cadre qu'il faut, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord qu'on ne met pas le garde-fou qu'il faut, il va y avoir des dérapages. L'un des dérapages que certains craignent, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est que ce qu'il faut organiser. D'accord? On ne prend pas n'importe qui. Déjà, on a déjà les donzos, les 1000 donzos qui sont déjà sur le terrain, qui sont assez bien organisés. C'est facile de récupérer, de coopter les donzos. Donc, il faut mettre les cadres qu'il faut, discuter avec eux, et élaborer une charte avec eux, et voir dans quelle mesure ils vont constituer une force paramilitaire, quels sont désormais les termes d'engagement pour ces forces qui viennent en appui. C'est tout ça qu'il faut élaborer. Parce que si on fait ça, les actes qu'ils vont poser sur le terrain engagent en ce moment l'État. Donc l'État assume en fait. Donc en même temps qu'ils font ça avec le Donzo, il y a d'autres groupes d'autodéfense civile qui peuvent aussi être contactés selon les niveaux d'organisation et les ramener dans ces cadres-là. Donc je suis d'accord que ça demande de prendre de vrais garde-fous, ça demande d'avoir un niveau d'organisation assez poussé, et je suis d'accord qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter si on voit un peu notre niveau de gouvernance actuel, comment on se mêle les pinceaux déjà à maintenir les institutions à un bon niveau de fonctionnement, à maintenir les organes de transition à un bon niveau de fonctionnement, à maintenir l'administration en général. Voilà, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau. Enfin, il faut jeter l'eau avec le bébé ou le bébé avec l'eau du bain, quoi. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Oui, mais en même temps, la position de l'Union africaine et de la CEDEAO, si elle s'assouplissait, est-ce que ce ne serait pas un peu reconnaître, réhabiliter ou encourager les coups d'État? Et créer des précédents. Non, les règles sont claires. Hein. Le Mali a déjà été un modèle démocratique. Nous avons donné des leçons aux autres. Nous avons exclu les autres des réunions. C'est notre tour, on doit l'assumer. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec la nature des sanctions parce qu'elles sont politiques, diplomatiques, économiques, financières et commerciales. Les sanctions ciblées, ça ne me posait pas de problème. Parce que qu'est-ce que les populations ont à voir avec ce que les autorités ont fait par rapport au chronogramme? Rien du tout. Donc la cible était ratée. Et d'ailleurs, ça va à l'encontre de l'intégration économique qui consacre la libre circulation des personnes, des biens, des facteurs de production, etc. Vous fermez les frontières du Mali, mais les étrangers qui sont au Mali, qui sont de la CEDEAO, ces étrangers ne peuvent pas bouger. Mais qu'est-ce que ces étrangers ont à voir avec les sanctions qu'on veut infliger aux autorités maliennes? Absolument. Donc vraiment, c'était des sanctions inadaptées, iniques et vraiment prises sur le coup de je ne sais quoi. C'est ça qu'il faut revoir, et en plus ça entrave l'intégration économique. Et pour ma part, je dis que nous faisons partie de 2 organisations d'intégration régionale parmi les plus avancées en Afrique. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, où les 8 pays ont en partage une banque centrale et une monnaie, et la CEDEAO, où nous avons une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, 15 pays qui font partie d'une des 5
communauté économique régionale géographique de l'Union africaine. Nous avons la seule communauté économique régionale où nous avons un passeport commun. Vous pouvez vous déplacer dans les 15 pays avec le passeport de la CEDEAO. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais pour revenir à ce qu'il a dit par rapport aux États-Unis, ma petite expérience, c'est que les États-Unis, quand ils ont mis ça dans cette constitution, mais c'était le Far West, vous savez ce que ça veut dire. Tout à fait. Et là, vous devriez vous défendre, il n'y avait pas d'armée. Les gens, au fur et à mesure qu'ils faisaient la conquête vers l'Ouest, et c'était ce qu'on appelait des frontières. Donc ça veut dire que les gens étaient vraiment dans des zones inhabitées, etc. Ils ont formé une armée. Ils ont mis non seulement le droit de porter des armes, mais vous avez vu les meurtres de masse qui se passent aux États-Unis, ça ne se passe dans aucun autre pays au monde comme ça. Et ça, c'est un pays où c'est vraiment bien structuré, les gens s'enregistrent pour les armes. Mais vous avez vu, même un enfant de 6 ans, l'autre jour, a pris une arme pour aller tirer sur sa maîtresse, sur son enseignante. Ouais. Parce que je n'avais pas compris la première fois. Mais maintenant, pour revenir à nos 3 pays, ça a été dit. Vous savez, ces 3 pays, si vous les mettez ensemble, c'est quand même un tiers de la superficie de la CEDEAO, qui fait 5 millions de kilomètres carrés. Mais les 3 pays ensemble ne font que 60 millions. 60 millions, c'est 15% de la CEDEAO. Mais par contre, tu as oublié de citer que la Guinée est 7e producteur d'or en Afrique. Donc si vous prenez le Mali 4e producteur d'or, le Burkina 5e et la Guinée 7e, nous sommes à plus de 200 tonnes d'or par an et nous devenons le premier producteur d'or en Afrique et parmi les 3 premiers producteurs mondiaux. Mais en plus, la Guinée a de la bauxite. Elle est 3e productrice mondiale et premier producteur africain de bauxite. Donc ce sont des pays miniers. Et le fait que nous soyons quand même des pays miniers, le Mali et le Burkina ont en partage la monnaie, mais la Guinée a sa monnaie qui est indexée sur le dollar américain. La bauxite est vendue en dollars. Et donc nous avons des banques centrales différentes. Mais l'esprit de fédération, la fédération, ça veut dire qu'il y a une constitution fédérale. Et c'est elle qui proclame un peu le drapeau, la monnaie, la sécurité, la défense et autres. Je pense que c'est un souhait. Je pense que nous sommes plutôt dans quand même une alliance des pays sanctionnés. Mais je pense que si nous renforçons davantage la coopération économique entre ces 3 pays déjà, je pense que ce serait déjà une bonne chose. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons ni le Mali ni le Burkina n'ont actionné la clause de sortie de l'UEMOA, ni le Mali, ni le Burkina, ni la Guinée n'ont actionné la clause de sortie de la CEDEAO. Alors, Badou, oui, je voudrais ajouter 2 choses. Je crois la dernière fois, il faut quand même saluer qu'ils sont allés sur ta proposition de fédération. Oui, exactement ce que j'allais dire. Ce qu'on a fait ici, une confédération, ils ne l'ont pas appelé comme ça, mais ils ont dit plutôt cadre permanent de concertation. Donc c'est un peu ça. Ils sont en train d'aller vers ça. C'est la bonne démarche. Moi, je pense qu'il faut continuer dans cette voie. Et l'élément que je voulais ajouter sur la question des milices, vous savez, dans la Constitution américaine, vous trouvez les 2 choses. Il y a le principe de lever une armée régulière, mais aussi de lever une milice en cas de guerre. Oui, mais sauf que malgré que les États-Unis interviennent partout, qu'elle fait recours à des groupes de défense privée, elle n'a jamais incité ou encouragé à la mise en place de milices, ni sur son territoire, ni ailleurs. Ah non, mais attendez, depuis, si ce n'est pas en 1864, où il y a eu la guerre civile et où il y a eu des milices. Oui. George Washington a levé des milices pendant la guerre d'indépendance. Non, laisse ça même. J'ai dit en 1864, ça c'est après l'indépendance. La guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Absolument. Il y a des milices qui ont été levées. Et pourtant, il y avait une armée régulière qui était déjà même divisée entre les deux parties du pays. Non. Et puis, écoutez, depuis ces moments-là, les États-Unis, quand ils ont accédé... Oui, j'arrive, ça c'est un exemple que je donne. Maintenant, quand ils ont accédé au statut de puissance internationale, écoutez, à part la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ils sont intervenus à la fin pratiquement des hostilités. Bon, je me dis, écoutez, si le besoin s'est fait sentir, ils activeront, bien sûr, ce principe-là. Maintenant, ce que mon ami a fait, je pense que ce n'est pas très juste envers moi. Le taux de criminalité, là, non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une étude là-dessus. Quand vous regardez aux États-Unis, vous avez des États américains fédérés qui ont cette politique de liberté de port d'armes.
Ils ne sont pas beaucoup. Et puis il y a des États qui interdisent ça. Attention, ça, il faut le dire aux gens qui nous regardent. New York, par exemple, même maintenant, je crois que c'est encore le cas, New York est contre le port libre des armes. Mais vous allez au Texas, c'est le contraire. Au Texas, tout le monde porte les armes. Mais quand vous comparez le taux de criminalité au Texas et au New York, vous voyez que celui de New York est 3 fois plus élevé que celui au Texas. Parce que c'est urbain. Donc, non, le cas de côté urbain. Vous parlez de criminalité à cause du port d'armes. Ce n'est pas prouvé du tout. Il n'y a aucune étude au monde que je connais, vous pouvez le citer, qui prouve que quand dans un pays on autorise le port d'armes, que c'est ça qui fait que le taux de criminalité augmente. C'est pas du tout le cas. Au contraire, toutes les études que j'ai regardées ont tendance à prouver le contraire. Que quand les gens sont libres de porter les armes dans le pays, c'est là où le taux de criminalité baisse. Parce que les gens, on peut expliquer ça ici. Mais non, c'est-à-dire que vous confondez vous confondez deux choses. C'est ce que il y a le taux de criminalité, mais il y a les meurtres gratuits. Ce qui est le... Tout confondu. Monsieur, vérifiez, vous avez les statistiques. Vous allez vérifier. Je vais juste dire un mot. Maintenant, vous armez ces milices et autres. Comment vous allez identifier l'ennemi? Exactement. L'ennemi, c'est qui? On ne le sait pas, c'est vous, c'est moi. Il nous ressemble. Mais je vais vous expliquer. La même manière aujourd'hui. Non, attendez. Non, la même manière que l'armée identifie aujourd'hui nos ennemis, c'est de la même manière que ces militaires vont identifier les ennemis. C'est pas autre chose. Hein. Même la plus grande armée du monde, là, elle dresse de profil. Même les États-Unis ont un profil, d'accord, de l'ennemi. On ne tire pas sur tout ce qui bouge. La plus grande difficulté avec le terrorisme, c'est quoi? C'est que l'ennemi est dissimulé dans le peuple. C'est ça la difficulté. Oui. Badou, est-ce qu'une fédération, une confédération, une alliance est possible entre des économies éparses? Économies éparses en ce sens que, c'est vrai, l'UEMOA a des critères de convergence, mais avec la Guinée, il n'y a pas de critères de convergence, premièrement. Et deuxièmement, on a plus les mêmes configurations économiques que des économies complémentaires. Est-ce que à court terme, ça va même pas être conflictuel? On produit les mêmes choses, on a les mêmes clients, et puis voilà. Non, moi, je ne suis pas spécialiste des questions économiques. Je crois que les spécialistes sont là. Mais ce que je peux dire... Les spécialistes sont là. Exclu autant pour moi. Mais ce que je peux dire, quand vous prenez l'ossature des 3 pays, par exemple, il a pris le cas du Burkina et du Mali. Le Mali est 4e producteur d'or en Afrique, le Burkina 5e. Le Mali 7e. Le Mali produit du coton, le Burkina produit du coton. Maintenant, il y a le bétail sur pied. On sait que le bétail sur pied est plus développé dans le Sahel que vers la Guinée, qui est un pays côtier. Donc, si ces 3 pays arrivent à s'entendre, je pense qu'il n'y aura pas de concurrence, mais tout dépendra des choix économiques. Oui, mais ce n'est pas une première. On a vu Ghana, Guinée, Mali. Oui. Ça n'a pas marché. Ça a duré une année. Voilà. 61 à 62. Les mêmes raisons, les mêmes causes qui ont fait que ça n'a pas marché. Peuvent produire les mêmes effets, mais c'est une question de choix économique. Je pense que si on parvient à fédérer nos efforts, à mettre ensemble nos usines, il s'agit d'exporter vers le reste de l'Afrique et au-delà de l'Afrique. Mais Alexis, ces 3 économies combinées, Burkina, Guinée, Mali, le PIB est inférieur à celui de la Côte d'Ivoire. Exactement. Et ça fait 60 millions d'habitants, alors que la Côte d'Ivoire est, je crois, à 35 millions d'habitants. Il faut que nous allions vers une transformation structurelle. La Guinée, malgré que ce soit une puissance minière, ne fait pas de l'alumine. Et c'est ça le drame. Nous avons l'or, et nous, le Mali et le Burkina, nous sommes dans une situation encore plus difficile, parce que notre or ne nous appartient même pas. Ce que nous vendons, ça appartient aux compagnies minières, bien vrai qu'elles payent les taxes, les impôts et les dividendes. C'est vrai ça? Il paraît qu'on produit plus que l'or. Le diamant. Non, mais l'or vient toujours avec d'autres produits, avec d'autres minéraux. C'est pour cela qu'on demande... Mais on prend la licence pour voilà. Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est de nous inspirer un peu de la politique minière de la Guinée, parce que la bauxite de la Guinée, l'État guinéen est majoritaire au niveau des mines. Donc la bauxite qui est vendue en dollars revient comme ressource au niveau de la Banque centrale en tant que devise. Alors que nous, évidemment, notre or sort, évidemment, il n'y a que les taxes locales et les dividendes qui sont payés. Et on devrait s'inspirer dans ce sens-là pour comment voir l'État et les privés peuvent être impliqués davantage dans la production minière. Mais permettez-moi de poser une question à l'économiste. Nous savons que, par exemple, le gisement de fer du Mont Simandou, c'est le plus grand gisement de fer à ciel ouvert dans le monde.
La Guinée est pratiquement troisième pays exportateur de bauxite, si je me trompe pas. Maintenant, moi, ma préoccupation, c'est quoi? Et cette production, est-ce que à l'intérieur de la Guinée en profite? Est-ce que la Guinée a ses propres industries, par exemple, est-ce que la Guinée a une raffinerie, par exemple, pour transformer la bauxite? Mais la Guinée n'a même pas de chemin de fer. C'était ça le sens de ma question. C'est le même problème. Je partage. Mais ils s'en sortent un peu mieux que vous. Je vais essayer de cohérent, c'est que j'ai dit le même la dernière fois. Et la raison pour laquelle il ne faut pas être utopiste, il ne faut pas parler de fédération. C'est vraiment trop tôt et pas du tout pertinent. Mais la confédération, c'est le cadre permanent, tout ça. Moi, je pense c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'on peut déjà commencer cela en nous inspirant des erreurs du passé. Parce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue que l'une des causes de l'échec de notre tentative de confédération et de fédération était liée beaucoup plus aux égos des uns et des autres. Alors, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'avec cette déclaration et sans qu'on ait satisfait ce qui a été convenu entre ces trois pays et la CEDEAO et l'Union africaine, est-ce que vous pensez que ces deux organisations vont revenir à de meilleurs sentiments dans ces conditions-là? Docteur, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que la CEDEAO va changer de posture? Je ne pense pas. Parce que si elle fait ça, elle signe son arrêt de mort. Okay. Si elle fait ça, elle signe son arrêt de mort. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux et honorés de passer ces moments avec vous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour refaire l'actualité. Merci et à la semaine prochaine.